Merci beaucoup Gérard Araud, bonsoir. Bonsoir. Et Alain Boer, merci beaucoup Alain Boer d'être là. Je rappelle vos deux livres, Ménage sur Taïwan et Opération Zelensky, l'un et l'autre en écho très direct avec ce que nous évoquons ce soir, ce discours qui a marqué les esprits du président Trump, qui définit la puissance américaine, notamment face aux Russes, face aux Chinois. On va y venir, toutes les conséquences que ça a ici. D'abord, écoutez ce premier moment, la mise en scène, l'art de la scène de Donald Trump devant les militaires américains. Je n'ai jamais vu une salle aussi silencieuse. C'est très... Ne riez pas, ne riez pas. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous savez, on va en profiter. Si vous voulez applaudir, applaudissez. Si vous voulez faire ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Et si vous ne m'aimez pas, vous pouvez quitter la pièce. Bien sûr, vous perdrez votre rang et cela impactera votre avenir. Mais détendez-vous, d'accord? Parce que nous sommes tous dans la même équipe. Gérard, incroyable moment qui donne le ton de tout ce qu'on va voir. Oui, c'est aussi la conception qu'a Donald Trump, la conception qu'a un pouvoir populiste, c'est-à-dire le fait de ne pas respecter finalement la neutralité des institutions. En face de lui, il a des centaines de généraux, d'amiraux, tous les officiers généraux de l'armée américaine, plus d'autres d'ailleurs. Et la tradition républicaine, si j'ose dire, en France, mais aussi la tradition de l'État, c'est de considérer qu'ils sont au service non d'un président, mais qui sont au service des États-Unis. Oui, puis la règle, c'est qu'on n'applaudit pas. Donc, il le dit d'ailleurs. Hein. Il dit, je sais que dans un autre moment de cette étrange réunion, qui est une quasi première, hein, c'est jamais arrivé que tous les généraux, amiraux de 1 à plus leurs subordonnés directs soient tous réunis au même endroit, au même moment. D'ailleurs, c'est une règle de sécurité habituelle, c'est que ça ne se fait jamais. Et là, c'était exceptionnel. Et est-ce qu'il joue ou est-ce qu'il ne joue pas? On va voir que dans un certain nombre de déclarations sur l'ordre intérieur, par exemple, il y a beaucoup de moments incroyables où il mélange la politique intérieure, où il attaque Joe Biden, où il parle de son amour pour les pompiers. Voilà. Il joue ou en réalité, est-ce qu'on peut considérer que ça n'enlève rien à ses qualités? Non, moi j'ai toujours considéré par expérience que Trump n'a pas de surmoi. Il ne joue jamais. Si vous voulez comprendre Trump, il suffit de l'écouter. D'ailleurs, ça fait une partie de son succès auprès de son électorat. Il y a une transparence Trump. Et donc, ce qu'il dit, ce n'est pas du calcul, c'est ce qu'il pense. Et surtout, il y a deux Trump. Parce que l'erreur qui est faite habituellement, c'est de limiter Trump à ses excès. Et d'oublier que derrière ce Trump-là, celui qui nous hérisse, qui nous agace, qui nous fait peur parfois. Il y a une ligne. Il y a une ligne, il y a une cohérence. Oui. Et d'ailleurs, vous trouvez ça dans le discours de l'ONU, beaucoup plus que dans le discours aux généraux d'ailleurs. Le discours aux généraux est d'un autre niveau, très différent, parce qu'il s'est rajouté à la fête. Et il le dit d'ailleurs, je me suis rajouté à la fête pour empêcher que ça soit la fête à Exet. En fait, Exet, le secrétaire à la Défense, a décidé de faire cette réunion. Moi, je me suis invité parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que lui fasse cette réunion qui n'a jamais eu lieu, alors que c'est moi le chef. Donc, il y a aussi ce commentaire très brutal et très trumpien. Mais dans le discours de l'ONU, vous aviez des morceaux très écrits, très structurés, où on savait où on allait. Là, on est dans un défilé de commentaires comme un meeting trumpien habituel, où il fait la liste de beaucoup de choses qui ne concernent d'ailleurs pas les généraux, qui à plusieurs moments ont dû se demander pourquoi ils étaient là. La deuxième partie plus exetienne, son secrétaire à la Défense, là, est beaucoup plus structurée parce que lui sait ce qu'il voulait leur dire et il voulait leur dire, grosso modo, l'armée, c'est pour les mâles blancs. Et on va voir cet aspect-là, puisqu'effectivement, il dit l'armée va complètement changer. Mais regardez, puisque vous parlez de ligne, de quelle façon il considère surtout que c'est un message au monde et surtout aux Russes et aux Chinois pour leur dire jamais nous ne nous laisserons dépasser par vous. On a 25 ans d'avance sur la Russie et sur la Chine en termes de sous-marins nucléaires. La Russie est deuxième et la Chine troisième. Mais vous savez, ils arrivent. Ils veulent aussi moins de nucléaire, mais dans 5 ans, ils auront notre niveau. Vous n'avez pas besoin d'être si équipé avec le nucléaire. Vous pouvez avoir un 20e de ce que nous avons maintenant et faire des dégâts, vous savez. C'est tellement horrible. Voilà.
D'abord là, le projet, quel est le projet pour vous qu'il est en train d'exprimer? Alors, le projet, je pense que c'est une des caractéristiques de Donald Trump qui conjugue d'un côté ce que l'on pourrait appeler un néo-isolationnisme, c'est-à-dire de dire l'Ukraine c'est pas mon sujet, la Syrie c'est pas mon sujet, d'une certaine manière de dire aux Russes et aux Chinois, honnêtement, vous pouvez faire ce que vous voulez ou presque dans votre jardin, mais moi j'ai un très gros bâton et si vous portez atteinte à mes intérêts vitaux, je ferai très mal. Mais mes intérêts vitaux, je les définirai de manière relativement restrictive. Oui, c'est exactement ça. En fait, il se limite à la protection des États-Unis et de ses intérêts. Il rajoute des intérêts proches, Groenland, Canada. L'Amérique latine aussi. L'Amérique latine. Il faut l'écouter. Il y a le Venezuela qui est un sujet obsessif. Parce que ce n'est pas un enjeu structurel, même si le Venezuela produit du pétrole, mais ça n'est plus un problème pour les États-Unis. Premier producteur mondial grâce au gaz de schiste, c'est quand même un événement historique pour cela. Par contre, il a un sujet qui est tout à fait vrai pour la Russie. La Russie est dépassée sur à peu près l'ensemble des vecteurs traditionnels. Son porte-avions est à mettre à la casse. Une partie importante de sa flotte a été détruite ou cassée, ou en tout cas mise en difficulté par les Ukrainiens eux-mêmes. Ces avions sont très en deçà les sous-marins, on peut discuter, mais il y en a un qui est en train de couler pas très loin de nos propres côtes. Et donc, on voit bien l'état de déshérence de la marine russe. Ce qu'il dit n'est plus vrai pour la Chine. Et c'est un problème. C'est pas dans 5 ans, la Chine. La Chine, c'est maintenant. La Chine est maintenant en situation, elle l'a démontré lors de la grande parade militaire du mois dernier, de détruire la flotte américaine, notamment la flotte de porte-avions. Et les porte-avions chinois sont construits en à peu près 6 fois moins de temps, en 4 fois plus de chantiers navals et avec des équipements d'une modernité absolue, notamment sur les lasers et les missiles anti-porte-avions, clairement identifiés et présentés lors du défilé, non seulement avec des vecteurs qu'on va appeler des projets. On vous montre une jolie maquette. Non, ils en ont fabriqué suffisamment pour être extrêmement crédibles. Et l'US Navy publie depuis 3 ans des rapports de plus en plus alarmistes sur la dégradation des conditions de production de la flotte américaine et sur la capacité de rattrapage chinois. Donc ce que dit Donald Trump est vrai sur la Russie, et probablement ça ne va pas s'améliorer avec le temps. La situation économique, surtout financière de la Russie, est en pleine dégradation. Ce qu'il dit n'est pas vrai sur la Chine. La Chine est aujourd'hui au bord de l'équilibre avec les États-Unis et a pris beaucoup d'avance, notamment sur les drones. Est-ce que c'est inquiétant pour vous, l'idée que la Chine, l'immense dictature chinoise, parce que les États-Unis ont des défauts et des qualités, mais enfin c'est une démocratie. La Chine, c'est une immense dictature. Soit maintenant, vous dites-vous, presque aussi puissante que les États-Unis, est-ce que ça va pousser aussi les Américains à en découdre tôt ou tard? Est-ce que la guerre est inscrite dans ce qu'on entend? Ben là, vous êtes en train de raconter ce que les Américains appellent le piège de Thucydide. Vous savez, c'est le grand historien grec qui dit au moment de la guerre du Péloponnèse que c'est Sparte qui a attaqué Athènes parce que Athènes risquait de dépasser Sparte. Et donc on dit, ça risque la même chose. Les États-Unis pourraient déclencher la guerre avec la Chine avant que la Chine ne les dépasse. Ça se défend. C'est la guerre préventive. Oui, la guerre préventive ou à la suite d'un incident. Moi, je n'y crois pas du tout. Et personnellement, j'aurais tendance à penser, vous savez, lorsque vous disiez la démocratie, les États-Unis sont une démocratie, mais la dictature chinoise, ils ont l'habitude de nous montrer une carte du nombre des interventions militaires depuis 1980. Alors, ils ont choisi 80 parce qu'en 78, ils envahissaient le Vietnam. Mais depuis 80, les Chinois n'ont pas conduit d'opérations militaires, alors que les États-Unis en ont conduit des dizaines. Donc, je ne suis pas sûr que le fait d'être une démocratie entraîne d'être pacifique. Alors, pardon, question que je vous pose à tous les deux. Est-ce que ce temps-là est fini? Les Américains ont menti. Ils ont soutenu des régimes inacceptables en Amérique du Sud. Ils ont évidemment envahi l'Irak de façon tout à fait criminelle. Enfin, la liste est très longue. Ils bombardent partout. Mais les défenseurs des Américains disent mais mieux vaut quand même vivre sous cet empire-là que sous un autre. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait à choisir entre les deux? Il peut très bien y avoir un équilibre entre les deux forces. Après tout, on a connu un équilibre entre l'URSS et les États-Unis pendant des décennies. Pourquoi ne connaîtrions-nous pas un équilibre entre Chine et les États-Unis? En fait, la vraie question, c'est pas de savoir si les États-Unis vont attaquer la Chine, c'est à quel moment la Chine va décider de récupérer Taïwan. Parce que le moment du piège, c'est pas le moment où l'un des deux empires va décider d'attaquer l'autre, c'est le moment où un événement particulier, Sarajevo, l'archiduc, enfin vous prenez ce que vous voulez. Mais ils ont la dissuasion nucléaire. Oui, c'est vrai. Mais là, on est dans un processus où ils savent désormais
que deux puissances nucléaires peuvent se trouver en confrontation, l'Inde, le Pakistan, on a déjà eu des exemples, en se limitant à un conflit conventionnel plus ou moins limité. Et donc la question, elle s'appelle Taïwan. Il y a une question. Il se trouve que les États-Unis viennent de diffuser leurs services de renseignement, comme ils le font de plus en plus régulièrement, sans que ça ait aucun effet d'ailleurs dissuasif. Il l'avait fait sur l'Afghanistan avec Brzezinski pour dire les Russes vont envahir l'Afghanistan, et les Russes avaient dit oui, et alors c'est chez nous. Il l'avait fait sur l'Ukraine, et à la question posée à Joe Biden, et donc si les Russes envahissent l'Ukraine, que faites-vous? Réponse, rien. Eh bien, on est dans le même problématique, puisque l'option qui avait été prise par Xi Jinping, je récupérais Taïwan avant 2035, puis 2032 est devenu 2027. Et donc, on sent bien qu'il y a une accélération, un moment qui va s'appeler Taïwan, où va se jouer la possibilité ou pas d'un conflit entre les deux puissances. Et ce que les Chinois disent aux Américains, c'est pas on va vous attaquer chez vous. Si votre flotte arrive dans le détroit de Taïwan, nous avons les moyens de la détruire totalement, et vous n'avez plus les moyens d'équilibre, sauf si vous utilisez armes nucléaires. Et là, on rentre dans ce que Gérard Haro vient d'indiquer lui-même. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, je précise à quel point nous prenons la mesure des annonces faites ce soir par Donald Trump, et on verra les conséquences ici en Europe, à Gaza, ailleurs dans le monde, la puissance américaine qui donne extrêmement de précision sur sa force nucléaire. Il y a des menaces qui sont faites, ou en tout cas des avertissements très clairs aux Russes et aux Chinois. Moi, je voudrais dire, pour continuer ce que vient de dire Alain, c'est que au mois de janvier, vous aurez une visite de Donald Trump en Chine. Et on voit de plus en plus, on lit de plus en plus l'idée d'une sorte de deal. C'est-à-dire, en gros, Trump abandonne Taïwan, et en échange, il obtient un accès au marché chinois. Et c'est ça qui intéresse Trump, c'est l'économie, le commerce. Je rappelle que Trump n'a jamais dit qu'il défendrait Taïwan. Exet l'a dit, mais Trump a toujours dit. On a posé la question 2 fois à Trump, il a répondu 2 fois. Vous savez, Taïwan est un concurrent d'économie américaine, ce qui n'est quand même pas un avertissement aux Chinois. Donc il va y avoir des grandes manœuvres diplomatiques où les Chinois, qui ne sont pas idiots, vont essayer de jouer de Donald Trump. Mais je suis tout à fait d'accord avec Alain Bauer. La question de Taïwan, ce sera la question de ce face-à-face sur lequel ce face-à-face peut mal tourner. Regardez la puissance en termes financiers, puisqu'évidemment tout ça coûte très cher. Il l'a beaucoup dit d'ailleurs aux généraux, il dit ça c'est beaucoup d'argent. Et c'est vrai, regardez les courbes où on voit que le monde change sous nos yeux, c'est-à-dire la courbe des États-Unis, ils se donnent les moyens pour être un peu terre à terre, mais c'est la réalité du monde et c'est surtout la réalité des contribuables. Le contribuable américain paie pour tout ça, il accepte ça. Regardez à quel point il y a un effort américain, c'est nous. C'est-à-dire la dette américaine, elle est payée par nous. Donald Trump, cette année 2025, il a besoin de refinancer sa dette à hauteur de 7 000 milliards de dollars. 7 000 milliards de dollars. D'où viennent ces 7 000 milliards? De la principale économie qui n'est pas une puissance, l'Europe. Il y avait beaucoup les Japonais qui sont stables, les Chinois qui ont commencé à se retirer tout doucement. Mais voilà, les pays du Golfe qui jouent à la fois leur survie et la garantie. Et donc, il y a une sorte de prime à la puissance militaire américaine pour protéger une partie des pays qui se traduit par « il faut payer ». Et Donald Trump, dans sa transparence brutale mais efficace, dit « écoutez, c'était très simple, vous devez payer, c'est-à-dire vous devez augmenter vos dépenses militaires et acheter américain ». Il nous rançonne, en clair, il nous rançonne. Oui, à peu près, poliment. C'est ce qu'on appelle le racket, la protection, protection money en anglais, c'est l'argent du racket. Voilà. C'est ce que les mafieux appelaient le pizzo. Mais ça marche pas mal, le pizzo, ça a mieux marché. Mais on peut aussi de manière plus décente dire que nous avons une assurance qui est la garantie américaine. Qui dit assurance dit prime de l'assurance. Nous avons toujours payé une prime de l'assurance, on a toujours acheté des matériels américains. Avec Trump, la prime augmente considérablement et donc le moment viendra peut-être où nos partenaires européens commenceront à trouver qu'elle est trop élevée, mais on n'y est pas encore. L'investissement maximal, l'usage qu'il fera de cet argent, regardez la simulation de ce qu'il espère créer, c'est-à-dire le dôme de fer, une sorte de protection suprême, dôme d'or, pardon, vous avez raison, de la même façon que Reagan avait inventé la guerre des étoiles, lui dit au monde, regardez, un jour, alors c'est loin et c'est très cher, mais un jour nous serons si bien protégés qu'en réalité nous serons absolument hors des dangers du monde. Et d'abord, est-ce que c'est faisable ?
Bon, la réponse est non, puisqu'on a un exemple, le système le plus expérimenté, le plus efficace, le plus moderne, et qui a été en direct, c'est-à-dire Israël, fonctionne à 90%. Il y a 10% qui passent. Ouais. 1. 2, les Ukrainiens, qui sont les mieux avancés sur le drone et l'antidrone, démontrent qu'avec un camion de livraison de meubles dont le toit s'ouvre pour lancer des mini-drones, on peut détruire la flotte stratégique nucléaire russe, sans aucune réaction d'ailleurs des Russes, alors qu'ils perdent un élément stratégique majeur. Hein. C'est comme si on nous détruisait nos rafales nucléaires. Donc, il y a un processus qui est qu'on peut avoir des mini-dômes qui permettent de mieux protéger des espaces particuliers, mais que le drone, aujourd'hui, c'est un élément encore plus important que le missile balistique intercontinental à tête multiple. Nous avons aujourd'hui des risques tout à fait considérable avec des mini-drones, et on l'a vu au Danemark, on l'a vu en Pologne, on le voit en Ukraine, hélas, tous les jours. Les Ukrainiens l'ont démontré en Russie. Le problème, c'est que la menace a changé de nature, de taille et de dimension. Et pourtant, on a l'impression que ça panique les Russes. De la même façon que les Soviétiques étaient paniqués par l'idée de la guerre des étoiles de Reagan, visiblement, ça énerve beaucoup les Russes. Ben oui, parce que alors d'abord, je rappelle, pour aller dans le même sens, qu'en général l'offensive l'emporte toujours sur la défensive. Hein. Il y a toujours une course entre les deux, et l'offense l'emporte toujours. Ben oui, parce qu'il y a toujours cette question de la dissuasion nucléaire et ces questions de la deuxième frappe. Parce que ce qui est important pour une puissance nucléaire, c'est que si elle est attaquée, et si elle est attaquée par surprise, elle doit pouvoir répliquer, avoir une capacité de deuxième frappe, et c'est là-dessus que repose la dissuasion. Et donc les Russes craignent que face à ce dôme, ils ont été frappés par les Américains, ensuite leur capacité de deuxième frappe, qui par définition sera moins importante, aura été réduite, ne serait pas capable de franchir ce dôme de fer. Vous savez, cette question de la défense antimissile, ça fait quasiment, oui, ça fait depuis 85-86, depuis Reagan, que c'est en effet un débat. Et les Russes sont très critiques des Américains. Ils considèrent qu'en réalité, ils ont construit une défense antimissile de fait au cours des 10 ou 15 dernières années. C'est un des éléments très importants du côté russe, de l'agressivité qu'ils ont vis-à-vis des Américains. Vous ne respectez pas la règle fondamentale de la dissuasion nucléaire, la destruction mutuelle assurée. Y a-t-il un tournant, et notamment à l'égard des Russes? Écoutez Trump, toujours dans ce discours, quand il s'en prend aux Russes de manière très agressive, en parlant, alors il romance un peu l'envoi de son sous-marin nucléaire qui aurait fait peur aux Russes, mais enfin, c'est quand même le président des États-Unis, et il parle quand même de nucléaire. Écoutez de quelle façon? Récemment, on a été un peu menacé par la Russie. Alors j'ai envoyé un sous-marin nucléaire. C'est l'arme la plus meurtrière jamais créée. Elle est impossible à détecter d'ailleurs. Et ils peuvent faire beaucoup de dégâts. C'est tellement horrible. Alors, suite aux déclarations d'une personne stupide qui travaille en mentionnant le mot nucléaire, j'ai envoyé un sous-marin ou deux au large de la Russie. Il faut faire attention parce que nous ne pouvons pas laisser ces gens utiliser ce mot à tout va. Je l'appelle le mot haine. Il y a deux mots haine que vous ne pouvez pas utiliser. Et il ne faut pas les utiliser, ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'il est en train de changer à l'égard des Russes? Non, c'est le pratique habituel de Donald Trump. Un coup je monte le ton, un coup je le baisse, mais qu'est-ce que ça change pour l'Ukraine? Absolument rien. Est-ce que ça change les livraisons d'armes à l'Ukraine, sauf celles qui sont payées par les Européens? Non. Les dernières qui ont été livrées ont été financées par l'administration démocrate et ont été un peu gelées puis dégelées. Non, ça ne change absolument rien. Et par ailleurs, le sujet russe n'est pas le sujet, comme ça a été indiqué tout à l'heure, véritable de Donald Trump. En fait, Donald Trump a parfaitement compris qu'il voulait déconnecter les Russes des Chinois, ce qui ne va pas marcher. Non, ça peut pas. C'est trop tard, ça n'a pas bien fait. Les Américains ont créé les conditions de cette situation il y a déjà très longtemps et n'ont pas tenu compte des multiples avertissements
qu'avaient indiqué les Russes depuis le bombardement de la Yougoslavie et notamment de la Serbie par l'OTAN en 1999, qui était la faute majeure de cette affaire, suivi de l'erreur, vraiment du mépris accordé à Vladimir Poutine à Bucarest au sommet de l'OTAN où il est invité et où il vient expliquer que faut arrêter de rigoler avec la Géorgie, l'Ukraine et Kaliningrad. Alors arrêtons-nous un instant à ça. Est-ce que là, puisque vous amenez cet élément-là qui est très important, est-ce que oui ou non, il y a une part de responsabilité européenne dans l'espèce de surenchère à laquelle Les Européens, les Allemands, les Anglais, les Français ont tout fait pour que la question de l'Ukraine dans l'OTAN ne soit pas dans le communiqué. Pas les Anglais. Les Français et les Allemands. Moi, j'étais à la réunion où j'ai vu, donc à Bucarest, au sommet de Bucarest, en effet, en 2008, où j'ai vu Angela Merkel et Nicolas Sarkozy se battre face à George W. Bush pour refuser l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Seulement, quand on négocie, évidemment, il faut toujours un compromis. Et le compromis a été de dire l'Ukraine a vocation de rentrer dans l'OTAN, mais sans préciser, sans plus précision. On en parlera plus tard. Est-ce que c'était une erreur, oui ou non, de votre point de vue ? Ah non, moi je pense que l'erreur, c'est que les Européens n'ont pas fait un choix clair. Il fallait soit dire l'Ukraine rentre dans l'OTAN, et voilà, les Russies n'ont... Soit il fallait dire à la Russie, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, et il fallait aboutir à un accord avec la Russie. Une fois de plus, on a fait mi-chèvre, mi-chou. Le résultat, c'est que tous les 2 ans, quand il y avait une élection en Ukraine, les Ukrainiens disaient on va rentrer dans l'OTAN, et du coup les Russes étaient placés dans cette incertitude. Si c'est vrai, c'est très grave, parce que l'Ukraine est une immense pièce en Europe, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un choix clair, c'est ou bien on affronte les Russes et on joue le bras de fer, ou bien on dit vous avez une zone d'influence, on n'a pas choisi... Ça pouvait être un pays finalement, neutre. Un pays vraiment... comment ? L'Autriche. Voilà, comme l'Autriche en 1955. On a choisi et ça a marché. On n'a pas fait de choix. Poutine l'aurait-il accepté ? Vous savez que ce point est contesté. Beaucoup de pro-ukrainiens vous diront c'est pas vrai. Poutine veut plus que ça. Il voulait plus que simplement une Ukraine neutre. Alors, Poutine a toujours dit ce qu'il allait faire et fait ce qu'il allait dire. On ne peut pas lui reprocher l'inverse. Il a toujours été clair, parfois menaçant, parfois précis. Quand il va à Munich en 2007, c'est vraiment la période de la baffe. On voit d'ailleurs la tête d'Angela Merkel qui prend ça, mais en direct, tellement c'est violent dans l'expression. Il vient en 2008 invité au sommet de l'OTAN en tant que président de la Russie pour arriver à un accord. Il y est dans cette logique-là. Et le deal, tel qu'il était imaginé, notamment... comme Gérard Raoult l'a bien rappelé par les Français et surtout les Allemands, c'était on évacue la question qui fâche et on trouve autre chose. Et en fait, ces 2 lignes qui sont rajoutées à la fin du communiqué, qui arrivent un peu d'abord comme un cheveu sur la soupe. Hein, c'est moi qui l'ai négocié. Quand on voit le communiqué, on sent bien que ça n'a pas été facile. En fait, Poutine fait immédiatement une conférence de presse en disant voilà les éléments du désaccord majeur, structurel, etc. Et ensuite, on va gentiment jusqu'au Maïdan, c'est-à-dire la révolution réelle du peuple ukrainien contre son gouvernement pro-russe, qui est considéré par les Russes comme un coup d'État, par nous comme une révolution démocratique. Et là, on entre effectivement dans la confrontation. Mais il y a un moment, 5 ou 6 ans, où on est au bord d'un accord sur, bon allez, vous entrez dans l'Union européenne, il n'y a pas de problème, on fait une grande zone économique, on fait l'Eurasie ou l'Asie-Europe, ça dépend quel point de vue on se passe. Et là, il y a ce moment qui vraiment est le moment de la rupture. Prenons la carte. J'aimerais vous entendre sur la carte en main, parce que c'est assez difficile de se remémorer ça sans ça. Quand on prend la carte, évidemment, qu'on entende bien les arguments des uns et des autres. Ça, c'était chute de l'Union soviétique, il devient la Russie, 91, on voit bien où est l'Ukraine. Et puis là, l'OTAN a avancé par le libre choix des peuples. Personne n'a forcé les Roumains, les Hongrois, les Polonais, etc., les balles d'entrée dans l'OTAN. Mais les Russes vous disent, regardez, ils ont avancé. Et ça aurait pu être autrement. Est-ce que ça aurait pu être autrement ? Non, je ne pense pas que ça aurait pu être autrement. En réalité, vous savez que les États-Unis, au début, n'étaient pas favorables à l'ouverture, à l'extension de l'OTAN. Au moment de George H. Bush, puis dans la première et la deuxième année de Clinton, ils n'étaient pas favorables. Et puis est arrivé un événement qu'on a oublié, qui est la première guerre de Tchétchénie, où d'un seul coup on a vu ce déchaînement de violence russe, et il y a eu un affolement dans les pays d'Europe de l'Est en disant la Russie n'a pas changé.
Ensuite, il y avait aussi le fait que la Russie était à terre, et que donc les pays occidentaux ont trouvé moins de raisons de se préoccuper du refus de l'attitude russe. Mais l'Ukraine, c'est un cas très particulier. Vous savez que le directeur général de la CIA à l'époque de Biden était ambassadeur à Moscou. Bill Burns, c'était mon équivalent auparavant. Eh bien, Bill Burns, dans un télégramme qui a été rendu public, a dit que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN était une ligne rouge absolue pour l'ensemble de la classe politique russe. Pour les Russes, moi, je ne connais pas un Russe qui considère que l'Ukraine est un pays indépendant. C'est vraiment, ça ne veut pas dire qu'ils veulent tous l'envahir, mais pour eux, c'est une partie, et nous aurions dû en tenir compte. Alors, allons de l'avant. Quelles que soient les responsabilités, de toute façon, pas refaire l'histoire. Ceux qui vous disent que les Occidentaux ont été imprudents, que les Américains, etc. Et les Russes paranoïaques. Et les Russes paranoïaques. Voilà. Chacun sa croix et chacun sa... Le résultat de tout ça, quand on voit ce que dit Medvedev, déjà, regardez, 28 juillet, Trump joue le jeu de l'ultimatum avec la Russie. 50 jours, 10 jours. Il devrait se rappeler deux choses. Un, la Russie n'est ni Israël ni même l'Iran. Deux, chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre, non pas entre la Russie et l'Ukraine, mais avec son propre pays. Ne vous laissez pas entraîner dans la voie de Joe l'endormi. Est-ce que la perspective d'un affrontement entre les Russes et les Américains est possible à vos yeux ? Moi, je ne crois pas. Moi non plus. Je pense qu'on est dans un concours de coqs qui nous font des animations. Le vrai débat, il n'est pas avec Medvedev, qui a un rôle de plus en plus invraisemblable pour quelqu'un qui a été président de la Russie et qui était considéré comme un homme modéré, ouvert, sympathique, j'en passe et des pires, ou des meilleurs. Non, je crois que le vrai débat, il est dans la relation, dans la déception de la relation Poutine-Trump. Parce que Donald Trump a vraiment cru que Poutine était son pote, c'est comme ça qu'il l'exprimait, et qu'il allait pouvoir régler la question ukrainienne en faisant un petit découpage, un machin. Alors, attendez, messieurs, là vous me parlez très tranquillement, comme si vous aviez une tasse de thé Earl Grey devant les yeux. Nous manquait. Pardon, on est dans un autre climat en Europe. Quand le président de la République dit qu'il y a une menace existentielle pour la France, quand on voit l'accélération des préparatifs, des précautions. Le point a révélé l'organisation de TGV médicalisés en réponse à une demande de l'OTAN. Le ministère de la Santé prépare un dispositif d'évacuation de blessés en cas de guerre avec la Russie en Europe. Des urgentistes français pourront aller secourir des blessés à bord de TGV médicalisés. Allemagne, préparation des hôpitaux. France, préparation des hôpitaux. Italie, préparation des hôpitaux, avec des estimations qui parlent de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de morts. Alors, il y a une sorte de branle-bas, comme si la possibilité d'une guerre conventionnelle en Europe c'était de nouveau rapproché, comme au temps de la guerre froide. Pourquoi ? Alors, moi, je dis bien, pour la réponse d'Alain, si j'ai bien compris, c'est une guerre entre États-Unis et Russie. Moi, je pense qu'il n'y a pas de risque d'une guerre entre les deux, parce que de toute façon, Trump se retire d'Europe. Alors ? Mais entre les Européens et la Russie, nous pouvons, en effet... Alors, tout dépend d'abord de l'effondrement ou pas de l'Ukraine, qu'est-ce qui arrive en Ukraine, et ensuite... Que peut faire la Russie ? C'est pas nous qui allons agresser la Russie, mais et donc évidemment la Russie ne va pas lancer ses chars sur la Pologne. Mais moi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises ici, pour moi, il y a la question des pays baltes, il y a la question de l'Estonie et de la Lettonie en particulier. 1 800 000 habitants. Pour nous, ce serait très difficile de venir à leur secours, étant donné la géographie. Et de surcroît, il faut bien dire, une victoire de la Russie en Ukraine, ce serait un bouleversement géopolitique de l'équilibre de Allez au bout de votre pensée. Si les Russes attaquent les Baltes, il n'est pas certain que tous les pays de l'OTAN viendront à leur secours ? Non, je pense en effet que ce n'est pas certain. Essayez d'imaginer devant l'opinion publique française où on leur dit il va falloir faire la guerre à la Russie pour défendre l'Estonie. Je crains que, ou au Portugal ou en Espagne, je crains que les réponses, surtout que les Américains ne viendront pas. Sans les Américains, l'opinion publique, que feront nos opinions publiques ? C'est très grave, ce que vous dites. Nos opinions publiques sont pro-munichoises. Nos opinions publiques sont munichoises aujourd'hui. Il y a des accords, il y a des textes, il y a les accords de l'OTAN. En principe, c'est le fameux un pour tous, tous pour un. C'est ce qu'on nous a vendu. C'est pas ce qui est écrit. Non, pas tout à fait. On se cause. Voilà. Et après, on décide. Il n'y a pas, on y va.
c'est pas automatique, c'est pas un accord de soutien, c'est un accord de on papote. On retombe de plusieurs étages. On retombe de plusieurs étages. Je vous rappelle qu'ici même sur cette antenne, moi j'ai entendu des responsables de l'OTAN nous dire non, nous c'est les mousquetaires, c'est un pour tous, tous pour un. Je leur propose de relire leur propre texte, ça nous fera des vacances, nous tous d'ailleurs, parce que le problème c'est qu'on papote, mais voilà. Puis deuxièmement, on fait la guerre avec quoi? Parce que vu l'état de nos armées. C'est-à-dire une armée expéditionnaire, échantillonnaire et un peu bonsaï, comme disait Jean-Dominique Merchet, c'est-à-dire un peu de tout, beaucoup de rien, dont les chefs d'état-major, alors un qui a dit la vérité et qui a été exécuté, le général de Villiers, et l'autre qui a essayé de reconstituer une armée avec beaucoup de difficultés, le général Burkhardt. Je souhaite au général Mandon de poursuivre la mission. Nous avons 10, 15, 20 ans de retard dans la restructuration et le réarmement. Nous avons réduit nos armées d'une manière spectaculaire, et en équipement, en nombre d'avions, en nombre de chars, en maintien en conditions opérationnelles, en nombre de soldats, puisque c'était une armée qui ne faisait que des interventions, des petites opérations extérieures, en Afrique ou de maintien de la paix, et surtout elle n'allait pas se battre, puisque la dissuasion nucléaire était censée répondre à tout. Même le général de Gaulle, et surtout le général de Gaulle, n'a jamais dit ça. Il a expliqué que la dissuasion nucléaire, ça marchait bien quand c'était arrimé à une puissante force conventionnelle. C'est une ligne Maginot maintenant, oui. Le nucléaire est devenu... Voilà, une petite ligne, Non, mais moi, il y a l'aspect militaire, des capacités militaires. Mais moi, je suis plus sensible aux opinions publiques. Les opinions publiques européennes, aujourd'hui, ne veulent pas mourir pour l'Ukraine, et je ne suis pas sûr qu'elles soient prêtes à le faire pour l'Estonie et la Lettonie, quels que soient par ailleurs les traités de paix. Et ça, Poutine le sait parfaitement. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que comme c'est un joueur, Poutine, comme c'est un joueur qui est prêt à risquer gros, Poutine a quand même utilisé la force à de très nombreuses reprises, que ce soit en Géorgie, en Syrie, en Ukraine. C'est quelqu'un qui prend... Croyez-vous qu'il puisse aller à l'aventure? Regardons les derniers développements. La campagne de conscription militaire d'automne qui est signée en Russie, avec pour objectif cette année de recruter 135 000 hommes âgés de 18 à 30 ans. Très peu. Oui, l'objectif habituel est entre 3 et 400 000. Et quand les Russes vous disent, parce qu'il se trouve qu'il y a ce que racontent les Russes, mais il y a aussi les documents que produisent les Russes, documents financiers, documents du ministère du Travail, il nous manque 1 million de bras pour faire fonctionner l'économie de guerre. Documents financiers. La Russie annonce le plus mauvais budget de l'histoire, à tel point qu'il n'est pas capable de répondre à tous les besoins militaires et qu'ils augmentent la TVA de 2%. Et je ne dis pas ça pour donner une mauvaise idée à notre Premier ministre. Donc... L'hypothèse de la fuite en avant. Quand Emmanuel Macron, sur cette antenne, dit c'est un ogre, c'est-à-dire Poutine est dans une logique où il est obligé, pour ainsi dire, dans son esprit, de manger toujours plus. Il faut qu'il gagne le Donbass. Il a expliqué que l'objectif de guerre, c'était tout le Donbass, qu'il reste ce petit morceau de Donetsk qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, comme le visage gaulois du même nom. Il sait qu'il va garder la Crimée, il sait qu'il va garder la privatisation de la mer d'Azov, c'est-à-dire le couloir qui permet d'aller de la Crimée au Donbass. Il a annoncé qu'il voulait tout le Donbass. Il y a la question de la centrale nucléaire de Zaporijia, qui était un élément de la négociation avec Donald Trump d'ailleurs, puisqu'elle aurait été américaine. Attendez, Alain Bauer, vous savez très bien que beaucoup de dirigeants européens ne disent pas comme vous. Ils disent il ira toujours plus loin. C'est deux lectures. Là, je nuancerais, parce que s'il avait vraiment ces buts de guerre limités, il aurait, à Anchorage, il aurait profité du face-à-face avec Trump, dans la mesure où Trump était évidemment prêt à faire toutes les concessions possibles. Donc il veut plus, Et donc moi, je pense qu'il est assuré de gagner sur le terrain et qu'il veut vassaliser l'Ukraine. En gros, il veut... Et donc il veut aller au-delà. Je n'ai pas de désaccord avec ça. Je pense sur la neutralisation de l'Ukraine. Mais l'occupation de l'Ukraine, pour moi, n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'il doit avoir Donetsk. Voilà, Donetsk. Et ensuite, ce sera en plus la vassalisation de l'Ukraine par la voie de la prétendue neutralisation. Je pense il pense qu'il va gagner sur le terrain. Il sait que Trump ne lèvera pas le petit doigt et il méprise les Européens. Donc, sur cette base, hélas, je crains que la guerre ne se poursuive. Non, je partage tout à fait ce point de vue. Mais je pense que l'occupation de l'Ukraine se limitera à la partie de Donetsk, parce que ce sont mes objectifs de guerre. Je l'ai fait dans ma grande réunion au Kremlin, où j'ai expliqué à tout le monde, y compris en faisant répéter le patron du renseignement extérieur 3 fois la bonne réponse qu'il n'avait pas bien apprise. Et donc voilà. Mais après, effectivement, la neutralisation de l'Ukraine. Et puis il y a le test régulier de c'est quoi vos défenses antiaériennes? Vous avez vu mon petit drone? Tiens, il est passé. Oh, il est au-dessus de Varsovie. Il est allé jusqu'à la base de l'OTAN à Gdansk. Et on en reparlera
parlera plus tard dans l'émission, le général Yakovlev va nous rejoindre, mais aussi la pilote Marion Buchet, donc on entrera dans ces détails aussi. Un mot évidemment sur ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire toute cette puissance, est-ce qu'il l'utilise à bon ou à mauvais escient? Le plan qu'il est en train de proposer pour Gaza, qu'il tente d'imposer, y compris au Hamas, qu'il a imposé, semble-t-il, à Netanyahou. Il faut lire ce qui est rapporté sur les excuses que Benjamin Netanyahou aurait faites aux Qataris. C'est ce qui est rapporté par la presse, c'est-à-dire coup de fil. Ça, c'est vrai. C'est quand même quelque chose. Forcer Netanyahou à appeler les Qataris pour dire pardon. Non, mais en tout cas, crois pas. Le vrai problème, c'est que Netanyahou, rentrant à Jérusalem, a commencé à expliquer que oui, mais non. Comme d'habitude, d'ailleurs, dans toutes les négociations, on en parlait avec Gérard, on s'est remémoré nos histoires de négociations depuis Oslo 1, Tabac 2, le plan de Paris 3, etc. Chacune des deux parties dit oui mais non, parfois même le jour même ou le lendemain matin. C'est ce qu'on appelle le jeu de mistigris, qui est au cœur de toute action diplomatique. C'est-à-dire il faut faire en sorte que le valet de pique soit dans les mains de l'autre. Et le valet de pique, c'est celui qui est jugé responsable de l'échec de la proposition américaine. Et donc, quel est le jeu ? Au fond, en général, le jeu des Israéliens qui n'aiment pas les propositions américaines, c'est de ne pas dire non et d'attendre que les Palestiniens disent d'abord non et ensuite on dit « Ah ben nous, on était prêts à dire oui, mais les Palestiniens ont dit non ». Ou alors de multiplier les conditions pour vider de sa substance la proposition américaine. Écoutez-le, se vantant des guerres. Et effectivement, il a obtenu certains résultats, notamment entre les Pakistanais et les Indiens. Et pour lui, ça a un sens. C'est le prix Nobel. Il dit je suis l'homme qui va, tradition gendarme du monde, mais gendarme du monde à la façon Trump. Nous aurons réglé 8 guerres en 8 mois. Personne n'a jamais fait ça. Vais-je avoir le prix Nobel? Absolument pas. Ils le donneront à un type qui n'a rien fichu. Ils le donneront à un type qui a écrit un livre sur la pensée de Donald Trump et sur ce qu'il faudrait faire pour résoudre les guerres qu'il aura déclenchées. Le prix Nobel ira à un écrivain. Nous verrons bien ce qui se passera, mais ce sera une grande insulte pour notre pays, je vous le dis. Je n'en veux pas. Je veux que le pays l'obtienne. Il devrait l'obtenir parce qu'il n'y a jamais rien eu de tel. Un mot si on ramasse tout ce qu'on vient d'entendre, ce Trump qui revendique le prix Nobel, on va voir plus tard dans l'émission de quelle façon il veut réformer son armée. Il veut plus de personnes en surpoids, il ne veut plus de quotas pour favoriser telle ou telle minorité. Il y a un côté révolution culturelle. Il veut plus de femmes dans les armées. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous? C'est-à-dire, est-ce que c'est une révolution culturelle dangereuse pour la démocratie ou, au fond, est-ce que c'est une vague conservatrice acceptable? Non, d'abord, il explique ça à 800 généraux, amiraux, etc., qui ont parfaitement compris que, et quand vous regardez la salle, elle est à 80% correspondante aux critères. Voilà, les 20% qui sont là seront une perte pour les États-Unis. Moi, j'ai eu des très brillants élèves, et d'ailleurs, ils n'écoutent même pas ce que disait Charlie Kirk quand il allait dans les facs. Où il parlait à des étudiants noirs, il disait « Est-ce que vous êtes là pour vos qualités ou pour votre couleur ? Si vous êtes là pour vos qualités, votre place est tout à fait légitime. Si vous êtes là pour votre couleur, c'est ça le problème que je veux dénoncer. » Et l'affirmative action, ou les discriminations positives, ont toujours été, y compris à l'intérieur du système académique américain, un petit sujet traditionnel de discussion. Mais pardon, il ne prétend pas exclure les militaires de couleur. C'est pas la question. Il dit pas ça. Ce que dit M. Exet, qui n'est pas ce que dit M. Trump, et souvent ce que dit M. Exet, il y a quand même un certain nombre de petites curiosités sur la question, et d'ailleurs ça amène une partie des électeurs latinos à commencer à avoir véritablement peur, alors qu'ils s'étaient, les jeunes hommes latinos, s'étaient plutôt mobilisés moins pour les démocrates et plus pour Donald Trump. Donc il y a toute une série d'éléments qui commencent à perturber un peu l'organisation des recrutements dans l'armée américaine. D'abord parce qu'ils recrutent moins que d'habitude, ils ont des problèmes, et la plupart de ceux qui sont recrutés étaient y compris des immigrés ou des immigrés qui étaient nés d'immigrés clandestins ou sans papier et qui voulaient avoir un parcours vers la nationalité par cela, notamment beaucoup de jeunes latinos. Donc ce sujet est beaucoup plus sensible qu'on ne le croit sur la structure même de l'armée américaine et particulièrement l'armée de terre. Gérard, quand il fait allusion au mérite, on pourrait, c'est ce qu'on disait dans l'armée napoléonienne il y a 2 siècles, on se fonde sur le mérite et rien d'autre. Oui, quand on dit sur le mérite, c'est le texte derrière, c'est on ne veut pas de femmes,
et on ne veut pas, en effet, on ne veut pas favoriser les minorités. Je crois que dans ce discours, il y a, et le discours du secrétaire à la Défense, qui est quand même un grand morceau il faut bien dire, hein, vous avez à la fois un grand morceau de quoi? J'ai pas compris. Un grand morceau, mais justement, j'ai hésité parce que ça veut un côté un peu guignol quand même. Hein. Il y a un côté, je dirais, réactionnaire. Hein. C'est le mâle blanc qui dit, j'en ai assez qu'on essaye de favoriser les femmes ou les personnes de couleur. Mais deuxièmement, vous avez aussi dans le discours de Trump un passage absolument ahurissant où Trump dit « Votre prochain terrain de bataille, ça va être dans les villes américaines ». C'est quand même absolument ahurissant. Il dit aux généraux, vous devez vous préparer à faire la guerre dans les villes américaines. Ça, c'est l'hypothèse franchement autoritaire. Là, on est dans la dérive, à la fois d'un côté réactionnaire et de l'autre autoritaire.